Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma procédé critique, je vais vous parler d'un film états-unien sorti en 2005, 2006 pour nous en France, donc il fête ses 20 ans à quelques jours, quelques semaines près. Le secret de Brokeback Mountain, ou en version originale, Brokeback Mountain tout court, adapté d'une nouvelle du même nom écrite par Annie Proulx et réalisée par Monsieur Ang Lee, taïwanais évidemment de nationalité, mais qui avait déjà fait quelques films aux États-Unis. Alors si j'en parle ici, c'est qu'il a eu un certain triomphe aux Oscars d'il y a 20 ans, et que les Oscars là, c'est très bientôt, au moment où on voit cette vidéo. Quand même, il n'est pas remporté la statuette pour meilleur film, et que ça avait fait petite controverse à l'époque. Bon, mais quand même, hein, il a eu ce véritable succès, et surtout, il est devenu culte au fil du temps. Au casting, dans les rôles principaux, Heath Ledger, le regretté, bien sûr, et Jake Gyllenhaal, ou Gyllenhaal, si vous voulez prononcer à la suédoise. Dans les rôles féminins principaux, Michelle Williams, qui d'ailleurs deviendra la conjointe quelques années de Heath Ledger après le tournage, et Anne Hathaway. Citons aussi la présence de Randy Quaid, que j'avais découvert moi dans Independence Day. Il y a aussi David Harbour, à l'époque où il faisait encore des bons films. Anna Faris et Kate Mara pour quelques apparitions importantes. Un film donc qui paraît assez étonnant de confier à l'époque à Ang Lee, mais pas tant que ça. Bon, ça aurait dû être Gus Van Sant apparemment, mais il n'a pas eu les acteurs et actrices qu'il voulait avoir, surtout acteurs. Alors lui qui a déjà fait beaucoup de films autour de l'homosexualité, ça aurait été totalement logique de le retrouver ici. Pedro Almodóvar était aussi, on va dire, dans les rumeurs pour être derrière la caméra, et là évidemment je ne vous explique pas en quoi ça aurait été logique, hein, si vous connaissez le cinéma de Pedro Almodóvar. Mais c'est Ang Lee qui a récupéré l'idée, dans le sens où finalement c'est pas si éloigné de son cinéma que cela, où il a déjà traité de l'homosexualité dans un film taïwanais qui s'appelle Garçon d'honneur, que j'ai pas vu mais je connais de réputation, et que ces histoires d'amour un peu compliquées, de désirs refoulés, ou voilà, par rapport à des conventions sociales qui étouffent un peu la possibilité d'amour, c'est déjà un petit peu dans son cinéma préalable, notamment Tigre et Dragon, alors dans un autre contexte, mais j'ai envie de citer Ice Storm aussi, que j'avais découvert sur Canal+ à l'époque, et qu'il faudra que je revisite un jour. Donc ici, le retrouver au volant, si vous voulez, de cette romance homosexuelle en mode western un peu classique sans papier, mais qui déconstruit évidemment, post-western, hein, parce que ça se déroule dans les années 1960, et cette idée de retrouver deux cow-boys, en apparence potentiellement virilistes, masculins, très masculins, mais qui vont quand même avoir cette histoire d'amour alors qu'ils sont engagés ensemble pour garder des moutons. Et donc quelque part dans le Wyoming, il va y avoir cet instant, Brokeback Mountain, donc, qui n'existe pas en vrai, mais dans le film, oui, quand bien même justement ça paraît être une sorte d'utopie hein, pour les deux hommes, le temps d'une nuit où il faisait un peu froid, ils se rapprochent et ils vont consommer ce qui va devenir une union, mais une union complexe, puisqu'elle ne pourra jamais être assumée en public dans leur vie respective. Tant et si bien que, au fil des années, ils vont rencontrer des femmes et les épouser, avoir des enfants. Hein. Tout ça. Alors, désir refoulé, oui, par rapport à des conventions sociales forcément compliquées d'une Amérique très conservatrice de ces endroits-là et des années 60. Fatalement, on comprend pourquoi ça sera difficile pour eux. Et le film joue sur ce temps-là. Hein. Ça va se dérouler sur, je sais pas moi, presque une vingtaine d'années. 19 ans, je crois, hein, enfin, plus ou moins. Et je ferai une mini-zone spoiler pour la finalité, même si c'est pas le plus important. Figurez-vous que c'est un film que je découvre, en fait. C'est assez étonnant, mais ça faisait un moment que je voulais le voir. Je l'avais raté à l'époque sur Canal+. 2005-2006, c'était 2006-2007, enfin, une période où je regardais assez peu de films. Voilà, pas mal occupé par pas mal de choses. Et donc enfin, j'ai sauté le pas. D'autant plus que j'aime quand même le cinéma d'Ang Lee. Je vais citer aussi l'Odyssée de Pi qui sera postérieur. Il y a eu Hulk avant aussi, hein, qui était pas mal, bon, etc. Et Tigre et Dragon, qui a été mon premier Ang Lee que j'ai vu dans les années 2000. Enfin, oui, c'est ça. Hein. C'était sur Arte, je crois que je l'ai vu peut-être en 2001 ou 2002, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ici, il fallait que je découvre enfin ce film qui est considéré comme un chef-d'œuvre. Et en effet, c'est poignant, c'est puissant aussi, parce que Ang Lee réussit un tour de maître. Voilà, de prendre des atours très classiques, vraiment, de diluer ainsi cette romance, sans voyeurisme, mais avec beaucoup d'émotion,
et l'ancrer dans une forme de progressisme naturel, tout en ancrant évidemment ceci dans un contexte très old school. Et ainsi se dégage de ce visionnage une forme de nostalgie qu'on veut réprimer aussi, dans le sens où, vu ce qui s'est passé à l'époque, etc., t'as pas envie de revivre, hein, t'as pas envie d'imaginer que ces gens puissent avoir une vie normale, voilà, d'amour homosexuel dans les années 60, c'est complètement impossible. Cette utopie-là de Brokeback Mountain restera leur cocon personnel. Donc de la nostalgie ici de ce qu'ils ont vécu peut-être pour eux, mais ils ne pouvaient pas être nostalgiques de quelque chose qui était impossible. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est là, ce dilemme est joué. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée un peu old school de filmer tout cela pour enfermer presque cette impossibilité-là, tout en déployant une forme de poésie romantique qui colle très bien avec une extraordinaire prestation des deux acteurs principaux. Alors, surtout Heath Ledger, je trouve, parce que son personnage est peut-être plus comment dirais-je, écorché vif, mais je reviendrai sur ce point-là. Il y a des thématiques intéressantes de comment des gens à l'époque devaient se renfermer sur eux-mêmes et devoir faire face socialement en se forçant à ou en reniant ce qui pouvait être vraiment. Et c'est ça, hein, la vraie tragédie d'un film d'ailleurs qui a évidemment pas plu à l'Amérique conservatrice à l'époque. Oh là là, il y a eu quelques polémiques même, je crois, assez violentes. Certains disent que c'est pour ça qu'il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film. Bon, ouais, un peu compliqué, que à Cannes aussi ça a été compliqué, je crois. Bon, on va rester vague ici sur l'idée, mais évidemment, même en 2005, 2006, 2005, ça prouvait que c'était pas perçu comme toléré de partout et pour tout le monde. Et forcément, vous refaites un film comme ça aujourd'hui, bon, bah, il y aura encore des gens qui vont la ramener, tout simplement. Ce qui est fort, c'est qu'Ang Lee voilà, déploie son cinéma temporel aussi, hein, parce que le côté du temps qui passe, il y a même des ellipses assez étonnantes, je trouve, dans le montage, et la BO qui colle parfaitement dans cette idée de romance un peu, voilà, un peu old school, un peu folk à l'américaine, hein, il y a du Willie Nelson et des compositions qui sont assez simples là-dessus. Ça peut aussi revisiter certains westerns d'antan en retournant le virilisme potentiel du cow-boy. Ça aussi, évidemment, sur ces tropes-là, ça fait parfaitement le boulot. Et le temps se dilue parfaitement, c'est-à-dire que ça dure 2h15, tu vois pas du tout, on va dire, le visionnage passer. Et tu es totalement touché par ce qui se passe là. Parce que, évidemment, dans ces faux semblants-là, en Amérique en plus, dans cette époque, c'est cruel. Et on voit deux personnages qui vivent différemment cette idée-là, ce refoulement ou non. Vous avez quand même celui de Heath Ledger qui a connu une jeunesse très viriliste, qui a été, alors pas forcément témoin direct, mais qui a vu le résultat d'une agression et d'un crime homophobe, que le père a voulu, voilà, il a voulu montrer ça. Voilà, on sent qu'il a été élevé comme ça, de façon très masculine, et qui reproduit cette virilité toxique d'éducation, souvent dans certaines scènes du film. Et c'est d'une violence, parce que tu vois comment par, non pas détermination, mais justement par rapport au contexte dans lequel il a vécu, il a cette homosexualité refoulée de viriliste violent que l'on peut imaginer. Et d'ailleurs, qu'on voit aussi indirectement dans un film qui est sorti quelques années avant, American Beauty, là, avec le père voisin. Il y a des choses comme ça, une sorte de mal états-unien aussi, mais de mal viriliste global, où il y a des gens qui sont obligés de s'enfermer et de refouler des désirs et de ce qu'ils sont vraiment. Donc il y a ça, tandis que le personnage Jack Twist, alors là, s'appelle Ellis Delmar, j'aime bien les noms, et Jack Twist, alors Twist, pourquoi pas, hein, celui joué par Jake Gyllenhaal, lui, il n'a pas ça en lui, quand bien même, il a envie même de vivre cette liberté. Par moments, il rêve d'autres endroits, notamment le Mexique, où on va le voir, hein, il va malheureusement dans une forme de clandestinité quand même, et dans un underground, il va quand même assouvir ce qu'il est vraiment. Assumer ce qu'il est vraiment, mais il ne peut pas l'assumer en vrai quand même. C'est-à-dire que les conventions sociales le rattrapent, mais il n'a pas ce même virilisme. Quoique, il y a une scène très forte à un moment, je crois que c'est un dîner de Thanksgiving, où il s'impose face à son beau-père, en mode « je suis chez moi, je suis un homme, mon fils, il mange, c'est mon ordre, voilà. Mais je ne suis pas l'homme viriliste que mon beau-père est, qui veut à tout prix que le petit-fils, là, son petit-fils, regarde le football américain. » Donc, enfin, c'est une grande scène, ça, de cinéma. Et d'ailleurs, il s'impose, c'est lui qui va découper la dinde. Hein. L'idée c'est l'homme de la maison qui découpe la dinde. À un moment, c'est le beau-père qui veut s'imposer sur ça.
Et ça fait parallèle avec une scène plutôt de Noël, alors je sais plus si c'est la même temporalité de l'année, mais où il va y avoir donc une révélation, et Ennis et sa femme vont gravement se disputer. Parce qu'il y a ça aussi, c'est un film qui a beaucoup de subtilité, au-delà donc de ce drame romantique, de cet amour fort mais impossible, il y a aussi les personnages féminins qui ont une importance. Et par exemple, on est très triste pour le personnage de Michelle Williams qui, à un moment, se rend compte que son mariage est un mensonge. Elle va être témoin de ça. Et on voit, d'ailleurs, très grande actrice aussi, on le sait, à l'époque, elle se révélait vraiment aussi. La façon dont elle va souffrir et subir, c'est terrible parce que c'est des dommages collatéraux on n'ose pas vivre ce qu'on peut vivre. Et du coup, bah là, il y a un mariage de raison, sociétal, si vous voulez. Et la pauvre, elle se rend compte que bon, ils ont quand même eu une fille et tout. La fille qui fera ses propres choix plus tard. Heureusement, chacun son destin quand même. Qu'il peut y avoir quelque chose de beau qui naît d'un mensonge. C'est aussi très, très, très étonnant, mais c'est un beau message aussi, je trouve. Après tout, chacun, une fois qu'il vient au monde, se fait son propre destin et espère pouvoir vivre sa propre liberté, et c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde. Donc il y a ça, il y a le personnage d'Anne Hathaway, donc qui est l'épouse du personnage là, de Jake Gyllenhaal, qui elle aussi va avoir une scène très forte vers la fin, mais je ferai une zone spoiler en ce sens. Donc là-dessus, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose d'assez fort. Un film que je vois peut-être trop tard, en fait, pour plein de raisons, c'est dommage. Mais c'est pas grave, c'est vraiment une très belle œuvre. Et spoiler quand même, parce que, alors, spoiler pour une chose, moi j'ai pas lu la nouvelle de base, hein, mais bon, qui est assez respectée, hein, il me semble. Mais donc, très 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 étonnant aussi la façon de mettre en place cela. Le personnage de Jack, donc Jake Gyllenhaal, Jack, décède. C'est assez brutal dans une annonce par rapport à une lettre. Il y a presque une non-émotion, une non-réaction du personnage d'Ellis qui apprend cela. C'est très sobre, il y a cette ellipse soudaine, mais il y a la conversation avec l'épouse de Jack derrière qui lui dit que il est mort d'un accident et tout. Et à ce moment-là, Ennis, alors on ne sait pas trop, et c'est très fort parce que la mise en scène est très forte là-dessus, on voit une image où Jack meurt, mais frappé dans un crime homophobe, répercussion traumatique de ce qu'il avait vu enfant. Mais est-ce que, dans un sens, c'est ce qu'il imagine que Jack a subi, parce qu'il lui disait à Jack, fais attention un jour, enfin il avait peur que Jack vraiment subisse cela, parce qu'il vivait peut-être son homosexualité de façon plus libre, même si underground, il pouvait être du coup pris à partie par des homophobes, et s'imagine que c'est comme ça qu'il est mort, frappé à mort, et quand donc l'épouse Lorraine, le dit, a l'impression que c'est peut-être ce qui s'est passé, mais qu'elle ment, en disant qu'il a eu un accident. C'est peut-être intéressant ça. Je ne sais pas comment dans la nouvelle c'est géré, mais cette idée qu'on peut avoir l'ombre du doute, malheureusement. Avec ce qu'elle dit, il y a une sorte d'allégorie, de métaphore de certaines choses. D'ailleurs, au-delà de ça d'ailleurs, peu importe de l'interprétation qu'on pourrait en avoir, mais la façon dont elle parle à Ennis au téléphone, on sent qu'elle sait que c'est pas juste un pote de pêche. Voilà, c'était des pêcheurs, hein, voilà, des amis de pêche, mais au final ils ont, aux yeux de la société conservatrice américaine, péché autrement. Bon, ça marche pas, le jeu de mots en anglais, mais voilà. On sent qu'elle sait, qu'elle a su, qu'elle savait depuis toujours, et qu'en lui parlant, elle sait que lui a été important, plus qu'un ami. Bon, et puis évidemment, toute cette scène où il va voir les parents après, où il va retrouver sa chemise que Jack avait gardée, les deux chemises ensemble, une sorte d'étreinte de chemise en nostalgie de souvenirs, assez violent et dur ça, avec la carte postale de Brokeback Mountain, il va ne rester que la nostalgie, c'est pour ça que je parlais aussi de cette nostalgie, plutôt nostalgie compliquée, mais nostalgie de ce qu'ils ont vécu, et voilà, mais aussi très fort, hein, ce moment avec les parents, on sent que la mère, peut-être elle aussi, se doute où c'est, et le père, peut-être qui sait, il est très à distance et se méfie de cet homme-là. D'ailleurs, il veut à tout prix récupérer les cendres dans le caveau familial et pas, on va dire, il ne peut pas accepter quand même dur, mais bon, la dernière volonté de son fils qui voulait que ses cendres soient dispersées à Brokeback Mountain. Bon, on a compris hein, cette idée-là, que, oui, bon, encore l'histoire du virilisme à l'américaine, hein, du père, du patriarche, cette idée, mais on sent qu'il y a des non-dits aussi, et c'est très fort, parce que justement, ça va au-delà des mots. C'est un film qui va au-delà des mots, d'ailleurs c'est très taiseux au début, il n'y a pratiquement pas de dialogue avant peut-être 5-10 minutes, enfin même pas, et on voit le personnage Ellis qui va avoir du mal à sortir les mots, mais quand il les sort, c'est parce qu'il se sent bien avec Jack, et voilà. Bon allez, je vais faire la zone spoiler, ouais c'est un film touchant, parce que je vois cette impossibilité-là, renfermée, c'est propre peut-être, vous allez me dire, à des États-Unis de cette époque-là, rural, hein, un peu old school,
les années 60, mais alors pas vraiment que. Déjà, tu mets ce film-là dans les années 2000-2020, dans ces endroits-là, c'est pas évident que ça soit différent. Dans d'autres pays, dans d'autres contextes familiaux, sociaux, non plus. Donc de toute façon, c'est assez universel. Des films comme ça, il y en a eu, hein, d'autres, dans d'autres genres, mais de ces amours impossibles-là. Oui, Almodovar ou Gus Van Sant auraient pu faire les mêmes. Ah oui, Almodovar, il n'aurait pas fait la même tonalité quand même, quoique, il a fait un moyen métrage, un peu western, homosexuel, il n'y a pas longtemps. Peut-être que c'était aussi en mode, bon bah j'ai failli faire Brokeback Mountain, je le fais à quelque chose plus à ma façon, plus récent. Gus Van Sant, bon oui, hein, ça aurait été évident en fait. Mais Ang Lee a fait quelque chose de lui. Voilà, il y a quelque chose sur la façon dont il arrive à ingérer cette histoire. Il est très, voilà, il met une forme de pesanteur dans son cinéma aussi. Et c'est vrai que j'ai pensé à Ice Storm. Alors c'est vrai que je l'ai vu vraiment qu'une fois sur Canal+, il y a longtemps, Ice Storm. Je l'ai jamais revu depuis, mais il y avait quelque chose qui m'avait marqué sans que je sois vraiment emballé à l'idée de même de remettre une VHS pour le garder. Bizarre, hein, mais il faudra que je le retente. En tout cas, voilà. Le secret de Brokeback Mountain, ça y est, c'est fait. Je l'ai revu. Et n'hésitez pas à dire en commentaire, vous... Enfin, je l'ai vu, pardon, du coup, je l'ai découvert, enfin. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'aimez, vous l'adorez, si vous avez des réserves, peu importe. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui a marqué son temps et qui marque encore, quoi qu'il arrive, même si on le découvre 20 ans après. Allez, à la prochaine, ciao.